Là, ce sera une vidéo lecture chuchotée principalement. J'adore l'ambiance d'Halloween. Je suis trop fan de cette ambiance. Pour ceux qui sont là depuis le début. Une de mes premières vidéos, c'était pendant Halloween et je vous avais lu quelques histoires de ce livre qui est l'histoire de fantômes du Japon. En fait, c'était des courtes histoires, des courtes contes. Oui, c'est plus des contes de fantômes du Japon. Et voilà, j'adore ce livre. Il est magnifique, littéralement. Et aujourd'hui, parce que j'en ai un deuxième, on va lire quelques histoires de esprits et créatures du Japon de Lovecraft Hearn, et ça a été illustré par Benjamin Lagaume. Et en fait, ces livres sont juste sublimes. Quand nous sommes seuls longtemps, nous peuplons le vide de fantômes, de guides de Maupassant. C'est par les éditions Soleil et regardez-moi la beauté de ce livre, s'il vous plaît. En fait, il y a plein de dorures juste magnifiques. Donc là, je sais pas trop ce que ça représente. Attendez, c'est une sorte de monstre, non? Attendez. Ouais, c'est une sorte de monstre qui a enroulé autour d'une sorte d'autre monstre. Et il y a plein de petits de petits monstres, de petits esprits. Ça me fait beaucoup penser à dans Ghibli, je sais plus comment il s'appelle, dans le voyage de Chihiro. Non. Oh là là. Donc c'est parti, on va lire quelques histoires de ce livre. On va commencer par l'histoire du Kappa, qui est une sorte de petit monstre que voici. Ça me fait penser un peu à Gollum, pour être honnête. Le Kappa est un génie des rivières, et s'il lui arrive parfois de fréquenter les mers, ce n'est qu'aux abords des embouchures des cours d'eau. À environ 2 km de Matsu, dans le petit village de Kawashimura, sur les bords de la rivière Kawashi, se trouve un petit temple nommé Kawako no Miya, ou le Miya du Kappa. Dans la province d'Izumo, la plupart des gens ont pour habitude d'utiliser les mots Kawako ou enfant de la rivière pour désigner les Kappas. Ce sanctuaire abrite un document qui aurait soi-disant été un jour signé par un Kappa. En effet, l'histoire raconte qu'en des temps immémoriaux, les Kappas qui demeuraient alors dans la rivière Kawashi avaient pour habitude de s'en prendre aux nombreux habitants du village ainsi qu'à leurs animaux domestiques. Mais un jour, un Kappa qui s'apprêtait à s'emparer d'un cheval entré dans la rivière pour s'y abreuver se retrouva coincé malgré lui sous le ventre de l'animal. Terrifié, le cheval se précipita hors de l'eau et entraîna le monstre
jusque dans un champ situé non loin de là. Après avoir retrouvé son cheval, le propriétaire de la bête, accompagné de quelques paysans, réussit à attraper le kappa et le fit prisonnier en le ligotant fermement. Très vite, tous les villageois accoururent pour voir la créature qui, la tête baissée, implorait leur merci. Si les paysans désiraient tuer le génie sur le champ, le propriétaire du cheval, qui se trouvait être le chef du Moura, n'était pas du même avis, et il déclara qu'il serait préférable de lui faire promettre de ne jamais plus s'en prendre aux habitants et animaux de Kawashimura. Un serment fut rédigé puis lu au kappa. Celui-ci stipulait que puisque le génie ne savait pas écrire, il devrait approuver l'accord en trempant sa main dans l'encre et en déposant son empreinte en bas du texte. Une fois le pacte signé, le kappa fut libéré, et à compter de ce jour, plus aucun habitant ni animal de Kawashimura ne fut attaqué par le génie. Je sais pas pourquoi cette histoire me fait beaucoup penser à Gollum. Déjà, elle lui ressemble physiquement, et un petit être qui vit dans les rivières, enfin dans les endroits un peu humides, bref. Donc ça, c'était une petite histoire qui s'appelle le kappa. Ensuite, je pense qu'on va lire cette histoire qui est la mort d'un canard sauvage au Chidori. Alors, on a une petite illustration du canard qui a son ombre, enfin son reflet en mode squelette. Alors, il y avait autrefois un fauconnier et un chasseur nommé Sonjo qui habitait la province de Mutsu. Il partit un jour à la chasse mais ne rencontra aucun gibier. Vers le crépuscule, il reprit le chemin de sa demeure. Il était las et fatigué. Il arriva bientôt devant une large rivière très profonde qu'il lui fallait traverser. Au loin, dans la brume de la nuit tombante, il aperçut un couple d'Oshidori. D'accord, j'ai un petit 1 pour dire ce que est Oshidori, mais il n'y a pas de petit 1 sur la page, donc il aperçut un couple d'Oshidori, qui doivent être des canards du coup, qui nageaient paisiblement côte à côte. Bien que cela porte, dit-on, malheur de tuer l'un de ces oiseaux, Sanjo tira son arc et visa le couple car il avait très faim. La flèche traversant l'espace transperça le mâle. La femelle parvint à s'échapper et disparut parmi les eaux roseaux qui bordaient le côté opposé du fleuve. Sanjo rapporta son butin chez lui et le fit cuire pour son repas du soir. Cette nuit-là, il fit un rêve étrange. Il rêva qu'une jeune femme très belle entrait dans sa chambre et se tenait à son chevet. Elle sanglotait éperdument et ses pleurs étaient si amers que Sonjo, qui l'écoutait, crut que son cœur allait se briser de chagrin. La belle inconnue lui dit « Pourquoi l'avez-vous tué? Que vous avait-il fait? De quoi était-il coupable? Nous étions si heureux tous les deux à Akunama. Vous l'avez tué. Comprenez-vous seulement l'étendue de votre crime? Mais vous ne pouvez vous imaginer toute la lâcheté et la cruauté de votre action. En tuant mon bien-aimé, vous avez décrété ma propre mort. Je ne survivrai pas à mon mari. Voilà ce que je suis venue vous dire. » Et elle récita ce poème d'une voix désespérée, entrecoupée de pleurs. Oula, non, je vais essayer de le lire, mais je sais pas lire le japonais, donc Kukureba Sesoichi mono wo Aganuma no Makomo no kure no Hitori no Kigoki. Désolée d'avance. Lorsque le jour tomba, je l'invitai à m'accompagner. Maintenant, après une période de relations heureuses,
malheureuse. Combien est triste le sort de celle qui doit dormir seule à l'ombre des roseaux. Ça c'est la traduction du poème. Puisqu'elle s'écria de nouveau. Ah, vous ne savez pas ce que vous avez fait, mais demain, lorsque vous vous rendrez à Akunama, vous comprendrez. Et après avoir longuement contemplé son Joël disparu, le matin suivant, lorsqu'il s'éveilla, ce songe était si présent à l'esprit du chasseur qu'il en fut très troublé. Il se souvint des mots, mais demain, lorsque vous vous rendrez à Akunama, vous comprendrez. Et il résolut d'y aller tout de suite, afin de bien s'assurer que son rêve n'était qu'un rêve. Il s'enfuit donc à Akunama. Lorsqu'il arriva à la rivière, il vit l'Oshidori femelle qui nageait solitaire. En l'apercevant, elle n'essaya pas de s'enfuir. Au contraire, elle se dirigea vers lui en le contemplant d'un regard aigu. Puis, parvenue tout près de lui, elle s'ouvrit soudain le flanc d'un coup de bec et mourut sous les yeux du chasseur épouvanté. Sanjo se rasa la tête et devint prêtre. C'est quoi cette fin incroyable? Croire une blague, mais écoutez. Sanjo a fait quelque chose d'horrible et du coup voilà. J'ai bien aimé cette histoire. J'aimais bien la fin surtout. Je m'y attendais pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le cerisier du 16e jour qui m'a l'air pas trop mal. Oui, je pense qu'on va lire le cerisier là, du 16e jour ou Juroku Sakura en japonais. Encore une fois, je m'excuse, je ne sais pas parler japonais, je n'ai aucune prononciation du japonais, donc voilà. Wakegori, dans la province de Iyo, il existe un cerisier très ancien, connu sous le nom de Juroku Sakura, ou le cerisier du 16e jour. Chaque année, il ne fleurit qu'une seule fois, le 16e jour du premier mois suivant l'ancien calendrier lunaire. L'époque de sa floraison coïncide ainsi avec celle du grand froid, quoique généralement les arbres fruitiers attendent pour éclore que le printemps soit venu. Mais le Juroku Sakura vit une vie qui n'était pas originairement la sienne. Le fantôme d'un homme habite cet arbre. L'homme en question était un samouraï, je sais pas pourquoi j'ai voulu mettre l'accent, de Iyo. Le cerisier croissait dans son jardin et fleurissait à l'époque ordinaire, c'est-à-dire vers la fin de mars ou le commencement d'avril. Enfant, le guerrier avait souvent joué à l'ombre de son feuillage depuis plus d'un siècle. Ses parents, aïeux et ancêtres, avaient saison après saison suspendu à ses branches fleuries de minces lambeaux de papier de toutes les couleurs sur lesquels étaient inscrits des poèmes de louanges. Le samouraï devint fort âgé et survécut à tous ses enfants. Il ne lui restait plus rien à chérir, rien que le cerisier. Hélas, en été, l'arbre se flétrit et mourut. Le vieillard le pleura amèrement. De bons amis, témoins de son chagrin, lui offrirent un jeune cerisier fort et vigoureux, espérant ainsi le consoler. Il les remercia de leur gracieuse pensée et fit semblant d'être guéri de sa douleur. Mais son cœur était plein de tristesse. Il avait si bien aimé le vieil arbre que rien ne pouvait le consoler de sa perte. Un matin, il eut une heureuse idée. Il se souvint d'un moyen grâce auquel il pourrait peut-être sauver l'arbre condamné. Il existait une ancienne croyance selon laquelle on peut sacrifier sa vie au bénéfice d'un autre être humain, d'un animal ou même d'une plante, grâce à la faveur et à l'intervention des dieux. L'acte de substituer ainsi sa vie à celle d'un autre être était signé par la locution Mikawari ni Tatsu, agir en substitution de. Le 16e jour du premier mois, il se rendit seul dans son jardin. Il se prosterna devant le cerisier flétri et s'adressa à lui en ces termes. Daignez, je vous prie, fleurir de nouveau, ô
ma jeunesse, je vais mourir à votre place. Le vieux guerrier étendit au pied de l'arbre un large blanc et diverses couvertures sur lesquelles il s'assit. Puis il opéra le harakiri à la manière d'un samouraï. Son fantôme pénétra dans l'arbre et le fit refleurir dans l'heure même. Chaque année il fleurit ainsi, le 16e jour du premier mois, pendant la saison des neiges. Très poétique cette histoire. Attendez, parce que du coup, au plein milieu de l'histoire, on a une magnifique illustration. Oula. Du sakura en fleurs. Du sakura en fleurs du coup pendant qu'il neige en fait tout simplement. Et on a le samouraï du coup qui est ici. Donc voilà. Alors maintenant on va lire une histoire qui s'appelle Celui qui voulait voir l'éléphant blanc à 6 défenses. Il y avait une fois un prêtre très pieux et très lettré appelé Shokushonin qui vivait dans la province de Harima. Pendant plusieurs années, il médita chaque jour sur le chapitre de Fugen Bosatsu, le Bodhisattva Samantabhadra, dans le lotus de la bonne loi, et il avait l'habitude de prier chaque matin et chaque soir pour qu'il lui fût permis à un moment quelconque de voir Fugen Bosatsu comme une personnalité vivante et dans la forme décrite par le texte sacré. À l'intérieur du réservoir sacré de Murozumi, même si le vent ne souffle point, la surface de l'eau ondoie toujours. Un soir, lorsqu'il récitait le sutra, une torpeur le surprit et il s'endormit, s'appuyant sur son Kyosoku. Alors il rêva et dans son rêve, il entendit une voix qui lui disait qu'il fallait se rendre à la maison d'une certaine courtisane connue sous le nom de Yoshu no Shoja, qui vivait dans la ville de Kanzaki. Dès son réveil, il résolut d'aller à Kanzaki et, se hâtant autant que possible, il parvint à la ville dans la soirée du lendemain. Lorsqu'il pénétra dans la maison de l'Ayujo, il y trouva assemblées de nombreuses personnes, pour la plupart des jeunes gens de la capitale, qui avaient été attirés à Kanzaki par la renommée de la beauté de cette femme. Ils festoyaient et buvaient, et l'Ayujo jouait un petit tambourin, un tsumo, dont elle se servait très habilement tout en chantant une chanson. C'était une vieille chanson japonaise à propos d'un sanctuaire célèbre dans la ville de Murozumi. Et les paroles étaient les suivantes. À l'intérieur du réservoir sacré de Murozumi, même si le vent ne souffle point, la surface de l'eau ondoie toujours. La douceur de sa voix remplit chacun de surprise et de joie, comme le prêtre qui avait pris place à part écoutait en s'émerveillant. La vieille fixa tout à coup son regard sur lui, et au même instant, il la vit se transformer en un Fugen Bosatsu, tandis que de son front irradiait un rayon lumineux qui semblait percer au-delà des limites de l'univers et qu'elle chevauchait un éléphant à 6 défenses, blanc comme la neige. Elle continua à chanter, mais maintenant la chanson était également transformée, et voici les paroles qui parvinrent aux oreilles du prêtre. Sur la vaste mer de la cessation, bien que les vents et les 6 désirs et les 5 conceptions ne soufflent jamais, cependant la surface de cet abîme est toujours agitée par la houle de l'acquisition de la réalité en soi. Ébloui par le rayon divin, le prêtre ferma les yeux, mais il voyait encore la vision très distinctement à travers ses paupières. Lorsqu'il les rouvrit, elles s'étaient dissipées. Il ne voyait plus que la fille avant son tambourin, et il n'entendit que la chanson sur l'eau de Murozumi. Mais il se rendit compte qu'aussi longtemps qu'il fermait les yeux, il lui était possible de voir Fugen Bosatsu sur l'éléphant à 6 défenses et qu'il pouvait entendre la chanson mystique sur la mer de la cessation. Les autres personnes présentes ne voyaient que l'Ayujo. Elles n'avaient pas contemplé la manifestation.
moment, les festivités cessèrent, la tristesse remplaça la joie. Et après avoir entendu et cherché la fille en vain, la compagnie se dispersa très morose. Le prêtre partit le dernier, ahuri par les émotions de la soirée. Mais à peine avait-il dépassé la grille que la Yujo parut devant lui et lui dit « Ami, ne parlez à personne de ce que vous avez vu cette nuit. » Et en prononçant ces mots, elle disparut, laissant l'air tout embaumé d'un parfum délicieux. Le moine qui rapporte cette légende la commente en ces termes. La condition d'une Yujo est basse et misérable puisqu'elle est condamnée à servir le désir des hommes qui, donc, pouvaient s'imaginer qu'une femme pareille pourrait être la réincarnation ou Nirmankaya d'un bodhisattva. Mais il nous faut nous rappeler que les Bouddhas et les bodhisattvas peuvent apparaître dans ce monde en des formes innombrables, choisissant pour le but de leur compassion divine même les formes les plus simples et les plus méprisables lorsque ces formes peuvent servir à mener les hommes dans la voie véritable et les sauver des périls de l'illusion. Donc voilà la petite, je sais pas si on va bien voir, voilà, la petite illustration de cette histoire avec du coup la femme sur son éléphant blanc à 6 défenses. Je vais vous lire une dernière petite histoire qui s'appelle Le faisan et le parasite. Un jeune fermier vivait jadis avec sa femme dans la province de Bisu, district de Toyama. Leur ferme se trouvait dans un endroit solitaire parmi les collines. Une nuit, la fermière rêva que son beau-père, mort quelques années auparavant, s'avançait vers elle et lui disait « Demain je serai exposée à un très grand danger. Sauvez-moi si c'est possible. » Le matin venu, elle conta son rêve à son mari. Ils en discutèrent la signification. Tous deux étaient d'avis que le défunt désirait quelque chose, mais ils furent incapables de concevoir ce que signifiaient les paroles entendues. Après le déjeuner, l'homme se rendit au champ. La femme demeura devant son métier à tisser. Soudain, de grands cris se levant au dehors la firent tressaillir. Elle courut à la porte et vit que le Jito du district, accompagné d'une bande de chasseurs, s'approchait de la ferme. Tandis qu'elle les regardait, un faisan courant tout près d'elle se réfugia dans la maison. Alors tout d'un coup, elle se souvint de son rêve. « C'est peut-être mon beau-père, pensa-t-elle, il faut que j'essaie de le sauver. » Elle rentra bien vite à la suite de l'oiseau, un superbe coq faisan, et l'ayant pris sans aucune difficulté, elle le cacha dans une jarre à riz qui était vide et qu'elle recoiffa de son couvercle. Presque au même instant, les hommes du Jito entrèrent. Ils lui demandèrent si elle n'avait pas vu un faisan. Elle répondit hardiment que non, mais un chasseur prétendit qu'il avait aperçu la bête qui entrait dans la maison. Les hommes se mirent donc à sa recherche, explorant soigneusement les moindres recoins. Aucun ne songea à visiter l'intérieur de la jarre. Après qu'ils eurent tout bouleversé sans résultat, les hommes décidèrent que l'oiseau s'était échappé par quelques trous et ils quittèrent les lieux. Quand le fermier rentra, sa femme lui raconta l'histoire du faisan qu'elle avait laissé dans la jarre afin qu'il pût le voir. « Quand je m'en suis emparée, dit-elle, il ne s'est pas débattu le moindre du monde. Depuis, il est demeuré bien tranquille dans ce pot. Je suis vraiment convaincue que c'est mon beau-père. » Le fermier alla au récipient, le découvrit et en retira l'oiseau. Celui-ci se tenait immobile et immobile entre ses mains comme apprivoisé. Il regardait l'homme et semblait tout à fait habitué à le voir. Le faisan était borgne. « Mon père avait perdu un œil, dit le paysan, l'œil droit, et c'est bien l'œil droit qui manque à la bête. En vérité, je crois que c'est mon père. Vois donc, il me regarde exactement comme il avait coutume de le faire. Ce pauvre père doit s'être dit, à présent que je suis oiseau, il faut mieux donner mon corps à mes enfants pour qu'ils leur servent de nourriture que de permettre à ces chasseurs d'en faire leur proie. Voilà qui explique le rêve de la nuit dernière, ajouta-t-il, et se retournant du côté de la fermière avec un rire cruel, il tordit le cou du faisan. À la vue de cet acte brutal, la femme se mit à pleurer en criant « Ô méchant homme, ô démon, seul un être au cœur de démon est capable de ce que vous venez de faire. Plutôt mourir que de rester la compagne d'un homme comme vous. » Sur ces mots, elle bondit au dehors sans même prendre la peine de mettre ses sandales. Son mari
par la manche, comme elle se précipitait, mais elle s'arracha de ses mains et se mit à courir tout en sanglotant. Les pieds nus, elle poursuivit sa course jusqu'à ce qu'elle atteignît la ville, où elle ne s'arrêta qu'aux portes du palais du Jito. Là, tout en larmes, elle raconta au seigneur ce qui s'était passé, son rêve de la nuit qui avait précédé la chasse, comme elle avait caché le faisan pour le sauver, enfin la manière dont son mari s'était moqué d'elle et avait massacré l'oiseau. Le Jito lui parla avec douceur et donna des ordres pour qu'elle fût bien traitée. Il commanda ensuite à ses officiers de s'emparer du mari. Le jour suivant, le fermier fut amené pour être jugé. Après qu'on lui fait avouer ce qui s'était passé au moment où il avait tué le faisan, la sentence fut prononcée. Le Jito lui dit: « Cela n'est au cœur mauvais peut faire ce que vous avez fait. La présence d'une créature aussi pervertie est une disgrâce pour la communauté au sein de laquelle elle réside. Les hommes placés sous notre juridiction respectent les sentiments de la piété filiale et l'on ne saurait tolérer désormais que vous demeuriez encore au milieu d'eux. » En conséquence, le fermier fut banni du district et on lui défendit d'y entrer jamais sous peine de mort. Mais à la femme, le Jito fit donation d'une terre et plus tard, il lui procura un